De retour dans l'Africa Newsroom, notre éditorialiste Jean-François Akanji-Kombe nous a rejoint. Jean-François, bienvenue. Bonsoir Amira et désolé pour le retard. Vous êtes déjà tout pardonné, Jean-François. Et nos éditorialistes Malika Cher et Gratien Rokinde-Kiza sont toujours avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Essentiellement portée par ces hydrocarbures. L'économie équato-guinéenne traverse aujourd'hui des moments difficiles. La chute des cours des pétroles depuis le début de l'année 2015 a entraîné une baisse inévitable des recettes du pays face à la conjoncture. Les autorités ont dû réajuster les prévisions budgétaires. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Les cours du pétrole ne cessent de plonger ces derniers 9 mois. Ils ont perdu près de 50% de leur valeur. Le baril a rejoint les $60 alors qu'il en valait 115 en juin dernier. Avec une production de 300 000 barils par jour, la Guinée équatoriale ressent les effets de la volatilité du marché des hydrocarbures. Le pays dispose d'une économie en partie tirée par l'exploitation d'hydrocarbures. Elle a en conséquence pris des mesures telles que la réduction du train de vie de l'État, des coupures et des réductions budgétaires. Pour chaque million de barils de pétrole que la Guinée équatoriale exportait, elle espérait recevoir 100 millions de dollars. Aujourd'hui, elle en attend quasiment moins de la moitié. Cela veut dire que la situation va mal. Mais le cas de la Guinée équatoriale n'est pas aussi catastrophique que ça parce que, fort heureusement, la politique du gouvernement a voulu que les revenus pétroliers financent seulement les projets d'infrastructure. Les salaires des fonctionnaires ne dépendent pas du secteur pétrolier. L'impact est perceptible et les mesures d'ajustement s'imposent. Le gouvernement souhaite réduire la dépendance face à l'industrie du pétrole. La promotion de l'agriculture comme outil de croissance économique est l'un des piliers de la diversification de l'économie équato-guinéenne. Dans ce recensement agricole, nous récoltons toutes les données basiques sur l'agriculture, l'élevage, l'utilisation des fertilisants, des services vétérinaires, etc. Quelles sont les informations à la disposition des agriculteurs? Quelles sont les cultures utilisées? Quelles sont les superficies arables? Autant d'informations qui pourront nous donner une idée exacte de la politique agraire à mettre en place dans le pays. Le développement de la production pétrolière a relégué au deuxième plan tous les secteurs traditionnels. Selon la Banque des États d'Afrique centrale, le cacao et le bois, les principales ressources de l'économie, représentent 40% des exportations en 1990. Aujourd'hui, ces exportations ne participent qu'à hauteur de 1% du tissu économique du pays. Une économie dépendante du pétrole est donc forcément fragile. Il nous faut vraiment diversifier l'économie. Il faut des recoupes budgétaires et réexaminer les projets à court terme. Nous sommes convaincus que la situation ne va pas durer plus d'1 an. Le plan de développement à l'horizon 2020 prévoyait de diversifier dans sa première phase de 2007 à 2012 les sources de revenus du pays en concentrant les financements sur l'énergie, les infrastructures sociales, le développement du capital humain et l'amélioration de la bonne gouvernance du pays. Aujourd'hui, il faut faire face à la chute des cours du pétrole et ajuster la politique de diversification de l'économie. Nous devons reprogrammer notre politique économique, discuter avec la Banque mondiale des mesures mises en place après la chute des prix du pétrole. Ce dialogue nous permettra aussi d'établir une feuille de route pour l'année 2016. Entre 2007 et 2012, le gouvernement a mis en place des infrastructures de base avec un investissement global de 1062 milliards de francs CFA. L'un des plus grands défis aujourd'hui est de mettre en place un environnement économique favorable car diversifier l'économie reviendra à lancer un appel aux investisseurs. Autant de défis à la portée d'un pays qui n'a de cesse de poursuivre son ascension bien au-delà de la sous-région, conscient que la manne pétrolière ne suffira pas à faire d'un espace territorial la locomotive de tout un continent. Jean-François, on parle là de la Guinée équatoriale, mais il y a plein d'autres pays africains qui ont été confrontés très rapidement à cette chute libre du baril. On peut parler de l'Algérie ou encore du Nigeria. Un coup très dur pour nos économies. C'est un coup extrêmement dur pour les économies, mais c'est un coup aussi dur parce qu'il n'y a pas eu de prévision. Je pense qu'il y a une sorte de malheur qui s'attache aux ressources naturelles, dont le pétrole, une double malheur d'ailleurs. Pour certains pays, c'est les vautours qui tournent autour. Et puis, il y a également ce malheur qui consiste, lorsqu'on a du pétrole, à ne penser que pétrole.
et à ne pas voir l'ensemble des ressources. Tout ce qui a été dit dans le reportage tout à l'heure est tellement d'une évidence. Il y a l'agriculture. Le continent, nous le savons tous et on le dit assez, est un continent d'abord agricole. Nous avons cette culture-là d'une part. Il s'agit aussi d'une ressource. On n'investit pas assez dessus. On n'investit pas non plus sur l'industrialisation. Et c'est au moment le moins approprié qu'on dit on va réajuster notre politique économique, et vous l'avez bien entendu, nous l'avons bien entendu dans le reportage, l'ajustement se fait sous le regard de la Banque mondiale, sous le regard de tel ou tel pays, sous le regard d'investisseurs privés aussi, ce qui veut dire qu'en réalité, les politiques économiques qui vont être décidées là, sous le coup de l'urgence, sont des politiques économiques qui ne sont pas décidées tout à fait de manière autonome par les pays africains. Ce n'est pas souhaitable, mais bon, c'est le cas ici en Guinée équatoriale, et encore, ça a été rappelé, la Guinée équatoriale n'est sans doute pas le pays le plus frappé. Le Congo, par exemple, le Congo est dans un état dramatique aujourd'hui, le Gabon. Donc, voilà, c'est une bonne chose que maintenant, enfin, on commence à penser à diversifier, à penser à ce qui était notre ressource première. Oui, Gracien, vous pensez également que cette chute libre du baril de pétrole va un peu sonner comme une sonnette d'alarme, justement? Bon, pour moi, vraiment, je trouve que ce n'est pas catastrophique. Du fait que, à un certain moment, il y a environ 3 ans, 4 ans, on s'alarmait du fait que les cours du pétrole augmentaient vraiment d'une façon inquiétante. Donc tout le monde, on savait bien qu'il y avait une demande. La Chine demandait il y avait une demande forte de la Chine du pétrole, le Brésil, l'Inde, les pays comme le Mexique. Et en même temps, les producteurs, ils n'étaient pas aussi nombreux. Il n'y avait pas beaucoup d'eau, il y avait des pluies. Mais du moment où il y a eu cette demande, il y a eu une augmentation de prix pour des questions de loi de l'offre et de la demande. Comme le pétrole était cher, beaucoup de pays ont commencé à extraire du pétrole, même dans l'offshore, à plus de, environ dans les profondeurs qui vont jusqu'à 1500 mètres. En général, c'est trop cher compte tenu du coût d'exploitation, mais cette fois-ci, c'était pas cher. Donc, du coup, le baril montait, ça passait de 60, 70, 100 jusqu'à 100 combien. On disait même que ça pouvait atteindre 150. Et aujourd'hui, il y a la consommation qui a fléchi, les Chinois, il y a d'autres pays, il y a l'Occident, les pays de l'Europe et les États-Unis qui ont pratiquement une croissance qui a beaucoup baissé. Les Américains qui ont commencé à se mettre sur l'exploitation des gaz de schiste parce que déjà le pétrole était cher. Et aujourd'hui, il y a une chute. Il y a des facteurs géopolitiques, d'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite avec les Russes, on sait ce qui s'est passé pour punir les Russes au niveau de l'Ukraine. Mais en réalité, il faut dire que les prix se sont calmés. On est revenu pratiquement à un stade d'avant, mais en même temps, c'est que les États ont construit des budgets sur des prix qui étaient, je dirais, entre guillemets, spéculatifs, mais qui ne devaient pas rester vraiment à ce niveau, à tel point qu'aujourd'hui, tout le monde s'étonne, on dit, c'est catastrophique, mais en réalité, pour moi, c'est que les États ont oublié la phase de départ. Ils n'ont pas essayé d'analyser question au niveau économique, la loi de l'offre et de la demande, si vraiment ça devait continuer ainsi. Et Malik, on peut dire surtout que ces États n'ont pas su investir tout l'argent qui a découlé justement de ce pétrole. Oui, bien sûr. Il y a eu des cas où déjà la corruption qui est endémique dans beaucoup de pays pétroliers, mais je serais un peu plus optimiste pour la Guinée équatoriale qui n'est pas un grand pays pétrolier. Dans le sens où, même sur le plan de la superficie ou sur le plan démographique, le pétrole a permis à la Guinée équatoriale de développer un réseau d'infrastructures important et de mailler justement le territoire qui n'est pas un territoire très vaste. Donc, de cet atout, la Guinée équatoriale en a tiré un profit justement de cette hausse des prix du pétrole. Et on est au sein d'un pays où la population n'est pas très élevée et le poids démographique se fait moins sentir justement que les autres pays pétroliers où la population est beaucoup plus nombreuse. Moi, je suis, comme Jean-François et Gracien, je partage tout à fait cet avis. On ne peut pas fonder une économie entièrement sur le pétrole. Parce qu'il y a encore 5-6 ans, on nous disait justement que le pétrole allait vers une tendance haussière, qu'on allait atteindre 120, 130, 140 $. Mais demain, imaginons que le conflit iranien se résout.
que l'Iran, qui n'est plus sous embargo, passe d'1 million de barils de pétrole à 3 millions. Le prix baisse, le prix va plonger. On a des incertitudes sur le plan économique, la récession en Europe. Donc effectivement, le pétrole n'est pas voué à une tendance haussière rapidement. Il peut encore plonger, on ne sait pas. Il y a des analystes qui vous disent que ça va augmenter, d'autres qui disent que ça va baisser, mais c'est tellement volatile qu'une économie qui se repose uniquement sur le pétrole, ce n'est pas une économie durable. D'où la diversification. La Guinée équatoriale a plein de potentialités, notamment dans la transformation du bois, par exemple. On peut explorer cette piste tout en préservant le cadre environnemental et en permettant à cette filière d'être dynamique et exporter. Donc oui, la Guinée équatoriale peut se sortir du malheur du pétrole, comme on dit. Vous êtes d'accord, Jean-François ? Oui, la Guinée équatoriale, c'est un cas un peu particulier, mais en même temps, il y a de grands projets, tels que le projet de ville nouvelle qui avait été engagé récemment, d'ailleurs, qui devait coûter des sommes assez faramineuses, tellement faramineuses que la somme n'a jamais été annoncée, d'ailleurs, je crois. Voilà un projet qui va sans doute, sinon capoter, au moins qui est freiné par cette baisse du prix du baril, mais bon, sur le reste, je partage l'analyse qui vient d'être faite. Que dire de plus s'agissant du pétrole? S'agissant du pétrole, quand on parlait tout à l'heure de la question des prix et de la répercussion des prix, il y a aussi cette question-là. Quelle est la part de ce qui a été extrait du sol et du sous-sol de nos pays qui est revenu dans le budget national? Je pense que s'il était revenu plus que les 5 ou 10%, ça ne va guère jamais, ça ne va guère au-delà, on n'en serait peut-être pas là, il y aurait peut-être eu moyen d'investir, de voir venir l'avenir. Mais bon, c'est aussi de cette question-là c'est cette question qui affleure également lorsque maintenant on se trouve confronté à cela. Finalement, d'une certaine manière, on se dit bienvenue à ce phénomène de baisse du baril. Comme ça, tout le monde se met à réfléchir. C'est toujours le manque qui fait réfléchir et non l'abondance. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.